Classiquement, la théorie des RI, on fait son histoire selon 4 moments, 4 débats interparadigmatiques. Ces 4 débats interparadigmatiques, donc, il y a un certain nombre de limites à présenter l'histoire de la discipline comme ça, notamment parce qu'il y a toujours eu d'autres débats qui étaient périphériques à ces 4 débats interparadigmatiques. Donc, je vais vous présenter les 4 débats interparadigmatiques, mais gardez à l'esprit qu'il y a également d'autres débats qui sont périphériques à ces questions-là. Le premier débat, il naît avec la discipline. Donc en 1919, disons dans l'entre-deux-guerres, la discipline des relations internationales apparaît. C'est la première fois qu'il y a des chercheurs qui se disent internationalistes, avec des chaires de recherche, des départements qui consacrent du temps et de l'énergie à ces questions. C'est principalement des approches libérales, ce qu'on appelle l'internationalisme libéral, au sens où, et ça s'explique par le contexte dans lequel sont apparus ces internationalistes, après la Première Guerre mondiale, l'objectif principal de ces recherches était de savoir comment éviter qu'une guerre se reproduise, comment éviter qu'une deuxième guerre mondiale apparaisse. C'était donc des recherches très normatives sur qu'est-ce que devraient être les relations internationales. Vous le savez, après la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Les internationalistes qui sont arrivés après en 1945 ont interprété la Deuxième Guerre mondiale comme un échec de l'internationalisme libéral. Comme le fait que, en dépit de toutes les analyses qui avaient été faites pendant l'entre-deux-guerres, ça n'a pas empêché la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait donc non pas être idéaliste ou utopiste, c'est-à-dire se demander qu'est-ce que devraient être les relations internationales, mais au contraire, voir de façon réaliste les choses telles qu'elles sont. Et donc, notamment dans une perspective où ce qui domine, ce sont les relations de puissance. Donc le premier débat, c'est ce débat-là entre internationalistes libéraux et internationalistes réalistes. Les réalistes ayant la prétention d'étudier les relations internationales telles qu'elles sont, alors que les internationalistes libéraux sont traités d'idéalistes par les internationalistes réalistes. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est la façon dont on présente ce débat classiquement. Le deuxième débat, c'est un débat méthodologique qui, dans les années 60-70, avec l'apparition du behaviorisme dans d'autres disciplines en sciences sociales, un certain nombre d'approches questionnent la façon dont on a jusqu'ici étudié les relations internationales. Et notamment, pour ce qu'on va appeler donc les behavioristes et les approches quantitatives, c'est une façon non scientifique de procéder. Jusqu'ici, les internationalistes utilisaient des exemples tirés de l'histoire de façon un peu anecdotique, faisaient des récits sans trop de rigueur ni d'exhaustivité sur les phénomènes internationaux, et de là, on déduisait des règles ou des lois du comportement des acteurs internationaux. Les behavioristes, eux, considèrent que ça n'est pas une approche scientifique, ça n'est pas une façon d'analyser les relations internationales, et il faut faire des analyses quantitatives. Par exemple, donc, sur les causes des guerres. Qu'est-ce qui va déterminer une guerre? On va identifier le plus grand nombre possible de facteurs et on va essayer de pondérer chacun de ces facteurs. Donc, le deuxième débat tourne autour de la question de savoir comment étudier les relations internationales. Le troisième débat, bien que l'existence de ce troisième débat soit débattue, tous les auteurs ne considèrent pas qu'il s'agit d'un vrai débat au sens où les trois autres le sont, mais le troisième débat, c'est un débat qui touche les acteurs des relations internationales. Qui sont les acteurs principaux? Jusqu'aux années 70, on considérait que c'était les États principalement, et on ne considérait pas les autres types d'acteurs. À partir des années 70, pour un certain nombre de raisons qui sont liées à l'histoire des relations internationales, notamment, par exemple, vous savez qu'au Vietnam, les Américains ont eu beaucoup de difficultés, alors que, dans une perspective réaliste, le rapport de force entre le Vietnam, les insurgés du Vietnam et les États-Unis sont tout à fait déséquilibrés. Donc, en termes théoriques, dans une perspective réaliste, les États-Unis ne devraient avoir aucune difficulté à triompher au Vietnam. Il y a eu aussi le problème économique, la première crise économique à la suite du choc pétrolier. On s'est aperçu qu'il y avait donc d'autres types d'acteurs qui pouvaient influencer, et d'autres types de logiques. À partir donc de ces anomalies, ce qu'on peut appeler des anomalies, d'un point de vue réaliste, un certain nombre de théoriciens ont mis à jour les logiques transnationales. Donc
le fait que des acteurs autres que les États ont une place importante dans les relations internationales. Donc c'est un débat sur quel est l'acteur principal des relations internationales. Est-ce que c'est l'État, dans une perspective statocentrée, ou bien est-ce que c'est d'autres acteurs? Est-ce que ça peut être les individus, ça peut être les entreprises, les ONG, etc. Il y a d'une part le transnationalisme, également c'est dans ce débat que s'inscrivent les approches marxistes, où ce qui compte, ce n'est plus donc des acteurs transnationaux comme les approches transnationales, mais plutôt les classes sociales. Comment l'influence, comment est-ce qu'il peut y avoir à l'échelle mondiale des classes sociales. Évidemment, ça redemande une réinterprétation du marxisme, mais c'est une nouvelle façon de remettre en cause le paradigme statocentré du réalisme. Quatrième débat, dans les années 80, c'est un débat qui touche à la question de savoir comment est-ce qu'on peut étudier les relations internationales. Est-ce qu'on peut les étudier? Est-ce qu'il y a une façon scientifique de le faire? Ou bien est-ce qu'on ne peut que les comprendre ou les interpréter au mieux? Donc c'est un débat épistémologique qui oppose les approches positivistes d'une part aux approches post-positivistes. Et c'est dans ces approches post-positivistes que s'inscrivent toutes les approches critiques des relations internationales. Donc un débat sur l'épistémologie. Est-ce que la science des relations internationales est possible ou pas? Donc vous voyez 4 débats qui prennent à chaque fois le réalisme ou une version du réalisme comme centre, et puis un opposé qui diffère à chaque fois. Donc le réalisme, dans le premier débat, le réalisme opposé à l'idéalisme libéral. Dans le deuxième débat, le réalisme opposé au behaviorisme. Dans le troisième débat, le réalisme opposé aux approches transnationales et au marxisme. Et dans le quatrième débat, le réalisme et puis d'autres approches positivistes qui va être opposé aux approches post-positivistes, donc postmoderne, théorie critique, féminisme, etc. Donc j'aimerais poursuivre et vous entendre sur ces approches post-positivistes qui émergent et deviennent de plus en plus qui deviennent importantes dans les années 80. Pourriez-vous nous faire dresser un panorama d'une part de leur émergence et d'autre part de leur spécificité? L'émergence des théories critiques, on peut trouver peut-être 2 raisons pour le justifier. C'est d'abord, d'une part, l'apparition d'un certain nombre d'anomalies et qui ont délégitimé les approches dominantes, et puis c'est l'influence d'autres disciplines. Alors d'abord, les anomalies, jusqu'à 1989, il était commun de considérer qu'une bonne approche devait être prédictive et expliquer les relations internationales de façon scientifique en termes de vrai ou de faux et dire ce qu'était la vérité. Donc, c'est la perspective de Walls, par exemple, qui est l'un des internationalistes les plus connus encore aujourd'hui et les plus influents. C'est la perspective du néoréalisme. Et Walls, en 1919, écrit un ouvrage où il explique que donc, une bonne théorie, c'est une théorie qui prédit, donc qui explique, qui prédit et qui prescrit, mais on va laisser de côté l'aspect prescription, qui prédit. Et il fait une prédiction. Il fait également la prédiction que le système bipolaire est amené à rester encore très longtemps en place. Parce que, d'après sa théorie, c'est un système extrêmement stable. Vous voyez que 10 ans après, sa théorie est invalidée, ce qui est une remise en cause de ces analyses, mais aussi plus généralement de la façon dont on a posé les problèmes jusqu'ici, de la façon scientifique d'analyser les relations internationales, en termes de vrai ou de faux. Certains internationalistes s'aperçoivent que peut-être il faudrait être plus humble vis-à-vis de qu'est-ce qu'on est capable de dire sur les relations internationales. Le monde est complexe, peut-être il faut comprendre la position de chacun des acteurs, il faut voir comment ils interprètent la réalité. L'important, donc, ce serait non pas de fournir une explication des relations internationales, qui est quelque chose qui est impossible. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est seulement les interpréter. Donc, seulement en donner notre analyse, qui est une analyse située, limitée, et non pas une explication définitive. Donc, le vrai, dans ce contexte-là, est redéfini comme un vrai plus contingent, plus situé. Donc, les anomalies, c'est principalement une succession d'événements internationaux non prévus, non expliqués par les internationalistes. Ça va donc de la chute du mur de Berlin au 11 septembre,
même on pourrait dire le printemps arabe. Tous ces événements-là, la plupart du temps, les théories des relations internationales existantes les expliquent très mal. Ça donc remet en cause la façon dont elles ont travaillé jusqu'ici. Deuxième raison, l'influence des autres disciplines. Les relations internationales, c'est une règle générale, ont toujours été en retard dans les sciences sociales. Elles ont toujours introduit très tard les concepts qui étaient assimilés plus rapidement par d'autres sciences sociales. Et notamment, donc, c'est tout à fait vrai dans le cas du post-positivisme. Le post-positivisme dans les sciences sociales est apparu dans les années 70 avec des auteurs comme Foucault, comme Derrida, comme Barthes, etc. Ça n'est que dans les années 80, voire 90, que ces auteurs-là ont été appliqués aux relations internationales. C'est donc une porosité des relations internationales à d'autres disciplines, et notamment à la philosophie. Donc ces deux phénomènes expliquent l'émergence des théories critiques. Le fait qu'il existe ces outils de théorie critique ailleurs dans d'autres disciplines, et le fait qu'il était temps qu'on soit plus humble vis-à-vis de la façon dont on étudie les relations internationales. Pourriez-vous parler un peu de ces approches dites critiques? Quelles sont leurs distinctions? Quelles sont leurs variantes? De façon brève, mais un petit survol. Un petit survol, parfait. Ce qui réunit l'ensemble des approches critiques, c'est leur intérêt pour la façon dont la réalité sociale est construite. Donc, pour ces approches critiques, la réalité sociale n'est pas donnée, elle n'est pas objective, elle n'est pas extérieure à l'analyste, elle est construite socialement, par l'interaction entre les différents acteurs, même l'interaction entre le chercheur et son objet d'étude. C'est donc ce qui explique que les approches, les théories critiques, les approches post-positivistes, s'intéressent principalement à des éléments comme l'identité, comme le discours, comme le langage, qui sont le résultat de la construction sociale. Donc, si on veut une base commune à toutes ces approches critiques, c'est l'intérêt pour la façon dont la réalité sociale est construite. Au-delà de cet intérêt commun, il ne faut pas sous-estimer l'hétérogénéité et les débats internes entre les théories critiques. Il y a un très grand nombre de débats, elles ne sont pas du tout d'accord entre elles, sur plein de raisons, sur pourquoi est-ce qu'on fait des relations internationales, est-ce que c'est possible, quel est l'objet principal des relations internationales, etc. C'est des questions qui sont débattues à l'intérieur des approches critiques.